Alors, je pense qu'on va commencer. Bienvenue à tous. Bienvenue à ce troisième épisode de Connecter, notre webinaire, en fait, qui se veut interactif. Alors, vous avez en bas une section clavardage pour des questions et réponses. Donc, si vous avez des questions à tout moment, vous n'hésitez pas. Vous écrivez votre question, on va vous répondre. C'est le but de l'objectif, en fait, de répondre à vos questions, là. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des questions concernant le SD1, en fait, qui est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de questions déjà qui ont été retenues. Puis il y a une période de questions à la fin. Je vous invite simplement, à la fin du webinaire, en fait, on aura un mini-sondage pour évidemment qu'on s'améliore toujours. On va faire retirer une paire de chaussettes comme le premier. C'est une paire de chaussettes à l'effigie de fibre noire avec des petits ninjas dessus. Je ne sais pas si vous la voyez bien à cause de mon effet actuellement, là. C'est une paire de chaussettes qu'on a faite. Alors, ça prend à peine une minute à la fin du webinaire. On fait tirer une paire de chaussettes pour tous ceux qui vont participer au sondage. Autrement, je m'appelle Loïc. Je vais agir à titre de modérateur. Donc, euh, oui, il y a des personnes qui me demandent si vos micros sont fermés. Oui, ils sont effectivement fermés. Pour des questions, en fait, ça va être sur l'espace de clavardage. Sans plus tarder, par contre, là, je vais vous laisser la parole à Maude Franqueur. N'oublie pas de démuter ton micro, Maude, et je te laisse la parole. Merci. Bonjour, bienvenue à ce webinaire, le troisième de cette série. Mon nom est Maude Franqueur, je suis ingénieure chez Fibre Noire. Je travaille depuis maintenant 3 ans, puis je suis du côté pré-vente. Donc, mon mandat, c'est vraiment de faire en sorte qu'on réussit à mettre en place les solutions pour nos clients, faire en sorte que ça s'articule au niveau technique et technologique. Donc, on arrive ce matin. L'objectif, c'est de vous présenter qu'est-ce que c'est un survol de la technologie SD-WAN parce que c'est une technologie qui est quand même assez complexe, qui ne se résume pas en 5 questions. Sachez aussi que mes coordonnées sont disponibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui ne sont pas couvertes non plus, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions, pour faire en sorte que à la fin de cette session-ci, mais au moins vous aurez peut-être appris quelque chose. Sinon, vous aurez envie de communiquer avec nous puis d'en savoir un peu plus. Donc, d'entrée de jeu, je vais changer. Donc, voilà. Alors, le SD-WAN, on en entend parler de plus en plus. Hein? C'est considéré comme le Saint Graal des télécommunications, la nouvelle évolution majeure. Qu'est-ce qui est arrivé de neuf depuis l'avènement du MPLS il y a déjà fort longtemps? Mais c'est amené maintenant par le SD-WAN et ses belles promesses. Donc, qu'est-ce que c'est à 500 000 pieds dans les airs, le SD-WAN? Mais c'est vraiment la façon ou une façon de gérer des réseaux qui est vraiment facilitée en séparant la partie logicielle, la partie matérielle, c'est-à-dire du réseau et ses mécanismes de gestion puis de contrôle. Donc, c'est un bien beau mot. Software Defined Wide Area Network. Désolée pour mon anglais. Des fois, ça, en milieu de présentation, ça devrait mieux aller. Au début, comme ça, je suis un peu intimidée. Donc, qu'est-ce que c'est ce type de solution-là? Puis, qu'est-ce que ça doit surtout livrer comme performance? Mais en fait, il y a 4 caractéristiques qui vont définir ce type de solution-là. Premièrement, ça doit être porté par n'importe quel type de connexion. Donc, c'est complètement indépendant des réseaux de transport additionnels qu'on connaît, c'est-à-dire de l'Internet, du MPLS, du LTE ou tout autre artifice là, qui viendra comme le 5G dans les années à venir. Mais c'est vraiment une couche de superposition, là, un réseau qu'on va créer par-dessus un réseau qui va s'appeler un réseau dit SD-WAN. Donc, évidemment, on doit pouvoir se servir de ces chemins d'accès-là au réseau, puis pour les utiliser, puis prendre le meilleur d'entre eux lorsqu'on a des communications qui requièrent, qui sont critiques pour une corporation. Puis ces applications-là ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Il y a des compagnies qui vont avoir des besoins très, très exhaustifs pour des applications très précises de vidéoconférence. Il y en a d'autres pour lesquelles ça devient l'Internet ou d'autres applications comme celle-ci, le Office 365, peu importe Salesforce, toutes ces applications-là. Maintenant, on est capable de les décortiquer, de les segmenter puis de les déplacer de façon différente dans un réseau selon l'importance qu'elles ont pour les usagers.
Donc, ça doit être aussi assis sur une interface centralisée qui permet aux gestionnaires de réseau d'avoir une vue d'ensemble globale sur l'ensemble de son réseau, de ses opérations. C'est très, très granulaire ce qu'on est capable de voir sur les interfaces de gestion, puis les dashboards ou les panneaux de contrôle des différents fournisseurs de services de solutions SD-WAN. Puis, évidemment, ben, quand on parle de transport ou d'établir des réseaux par-dessus des réseaux, ça implique l'utilisation de tunnels, donc des tunnels sécurisés, évidemment, établir des VPN là, de part et d'autre à source et à destination de différentes entités réseau. Donc, à 500 000 pieds encore là, le principe ou le mandat du SD-WAN, c'est vraiment d'utiliser les réseaux de communication qu'on connaît pour monter par-dessus, d'établir ce que moi j'appelle, là, on va souvent appeler ça le overlay SD-WAN. Moi, j'aime bien appeler ça le domaine. Donc, on va créer un domaine SD-WAN pour nos clients sur des infrastructures de réseau disparates. Voilà, pour la partie qu'est-ce que c'est. Donc, avant d'aller plus loin, je pensais vous présenter ici les différentes composantes de la solution. Ceux qui ont l'œil aguerri reconnaîtront les dessins de VeloCloud. VeloCloud est un partenaire de solutions SD-WAN chez Fibre Noire, mais ce n'est pas le seul. J'ai repris ces dessins-là parce que c'est des dessins avec lesquels je travaille souvent, puis on a l'autorisation de les utiliser. Donc, c'est un peu pour mettre la table, voir c'est quoi les composantes de ces solutions-là, parce que malgré tout, ces composantes-là, on va les retrouver chez différents manufacturiers de solutions SD-WAN. Elles ont différents noms. Des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4, dépendamment des fournisseurs de services ou des manufacturiers. Donc, en gros, là, ce dessin-là a son importance parce qu'il représente vraiment à très haut niveau qu'est-ce que ça représente complètement une infrastructure SD-WAN. Donc, on voit ici, j'espère que vous voyez ma souris bouger. Je vais essayer de prendre le petit crayon ici. Excusez-moi là, si ça ne se présente pas comme souhaité, mais ça devrait être correct. OK. Donc, ici, Loïc, je me fie sur toi si jamais il y a une incohérence entre ce que vous voyez. Là, d'après moi, c'est correct. Là, mais, on voit très bien, Maud, ça va. Parfait, parfait. Donc, dans les composants des solutions, bien, on a ce qui se passe dans les réseaux. Évidemment, là, au début du réseau, il y a l'utilisateur comme tel qui va se connecter ou qui va utiliser différents types de réseaux comme l'Internet ou le MPLS pour retrouver son infrastructure dans un centre de données ou encore ce qu'on va avoir chez les fournisseurs de services cloud. Donc, évidemment, il y a différentes façons d'y arriver, mais la connectivité comme telle va s'établir avec ce qu'on appelle un edge device, qui est souvent un équipement physique, mais qui peut être aussi virtuel maintenant. Là. Donc, on est dans l'ère où tout est dématérialisé, donc on s'en vient avec des trucs même le virtuel est virtuel, donc on entre dans cette phase-là. Donc, du côté des succursales ou même à domicile pour les télétravailleurs, on va avoir des edges de différents gabarits, dépendamment des types de connexions qu'on va rattacher. Puis ces équipements-là vont être pourvus de ports physiques pour se connecter à différents réseaux. Donc, si on le voit bien, hein, il y a la connectivité sur le réseau Internet, puis il y a la connectivité vers le réseau MPLS. Puis, dans ces réseaux-là, surtout du côté public, on va retrouver les interfaces de connexion ou les éléments qui vont permettre à ces équipements-là, au Edge, de retrouver une intelligence, puis de faire une cohérence, puis d'établir dans cet univers-là ici ce qu'on appelle le SD-WAN Overlay, qui va être le domaine SD-WAN que nos clients vont se créer sur les interfaces, sur les réseaux publics et privés pour établir leur réseau à eux, pour monter leur infrastructure, puis déplacer le trafic de différentes façons, dépendamment de où ce trafic-là doit se rendre. Donc, évidemment, on a toujours les centres de données des entreprises. Il y a encore plusieurs de nos clients qui ont plusieurs applications qui résident dans les centres de données. Donc, évidemment, il faut s'y rendre à ces centres de données-là, aller chercher l'information à déposer ou encore aller chercher les services d'authentification ou de différentes natures. Donc, on va trouver là. Puis, on va aussi retrouver les différents services ou les applications des fournisseurs de services cloud.
On parle de Salesforce, de Office 365, de Amazon Web Services. On les voit de plus en plus, ils émergent, ils prennent une place de plus en plus importante dans notre réalité d'affaires à tous, là. On l'a vu avec la COVID, hein, plusieurs de nos clients, soudainement, ont multiplié les besoins, les licences pour les services Office 365. On a accéléré des choses de façon, ce qu'on pensait impossible, finalement, on l'a réalisé. Puis, ces edges-là, ben, je le disais tout à l'heure, ils vont tirer leur intelligence de différents équipements. Donc, souvent, on va voir ce qu'on appelle des gateways ou des passerelles où ces équipements-là vont servir de point d'entrée ou de sortie au réseau pour connecter vers les différentes places d'affaires ou les différents services qui sont requis. Ensuite de ça, ça fait qu'on a parlé du Edge, qui est l'équipement qu'on retrouve en bout de piste ou en succursale principalement. Ces Edge-là peuvent avoir différentes fonctions. Dans les centres de données, on va faire des clusters, des hubs qu'on appelle pour que les Edge devices comme tels puissent se rattacher à ces équipements-là, comme si on était en mode hub and spoke. On va avoir les Cloud Gateway, qui eux autres sont les éléments qui vont servir d'aiguilleurs ou de passerelles vers les différents services d'une solution SD-WAN. Puis on a l'orchestrateur, qui est vraiment un élément important, qui lui devient un peu notre visuel, surtout ce qu'on a dans ces offres de services-là. Donc, ici, on a le visuel sur les noms, puis l'allure des logos ou des icônes qu'on utilise dans la technologie VeloCloud, mais sachez que l'équivalent existe du côté de Viptela, qui est la solution Cisco maintenant, qui va utiliser un vSmart pour le contrôleur, qui va utiliser le vEdge pour l'élément de l'équipement comme tel qui va être dans les branches ou en succursale. On va avoir aussi du côté de Silverpeak, ils ont leur nom, leur dénomination, leur naming convention selon les équipements qui sont utilisés, mais sensiblement, les trois morceaux principaux là, que sont les edges ou les passerelles et les orchestrateurs comme tels existent dans presque toutes les solutions des fournisseurs de solutions SD-WAN. Donc, c'était tout pour cette partie-là. Je vais changer de slide et enlever ça. Excusez, je ne suis pas super à l'aise avec... OK. Donc, on est rendu à la question 1. Je vais juste essayer d'enlever la partie dessin de mon truc pour être sûr qu'on ne reste pas avec des fantômes derrière les écrans. Bon, alors, allons-y. Let's go, comme on dit. La première question, qui a été, je ne sais pas par qui elles ont été formulées, mais c'est des questions, comme Loïc le disait d'entrée de jeu, qui ont été initiées par vous, donc qui ont été demandées. Celles qu'on a recoupées le plus souvent sont celles qu'on a gardées ici. Donc, la première question, c'est j'entends souvent parler de SD-WAN sans être certaine de bien comprendre ce que c'est. J'ai une entreprise avec quelques sites distants. La majorité de mes applications sont sur des serveurs. C'est-à-dire le partage de fichiers, de la comptabilité, de la création de plans, quelques applications aussi qui sont dans le nuage ou dans le cloud, comme on l'appelle communément, le courriel, les outils de productivité CRM. Est-ce que je devrais considérer SD-WAN et qu'est-ce que cela pourrait m'apporter? Donc, je vous ai fait ça relativement simple. Je vais encore là effacer ce petit dessin, ça ici. Puis, j'ai pas de texte dans mes présentations. Je suis allée vraiment à l'essentiel. Et pourquoi je vous présente ça? C'est vraiment pour avoir l'impression de dialoguer avec vous, même si ça semble à sens unique. Donc, le cloud, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est le buzzword aussi des années 2010. Donc, on assiste vraiment en ces temps-ci à une migration importante de différentes applications et de différents services dans le cloud, dans les centres de données des grands fournisseurs de services mondiaux ou ceux de plus petits gabarits qu'on a de façon régionale ou nationale.
Qu'est-ce que c'est le cloud? Ben, on utilise des services ou des applications ou de l'infrastructure qui ne nous appartient pas. Donc, depuis les dernières années, ce mot-là revient de façon très importante. Donc, on enlève la géographie des centres de données de nos clients, on les amène où ils vont installer de l'infrastructure dans les centres de données des fournisseurs de services cloud et ils vont faire l'acquisition ou la location de solutions ou de systèmes ou de machines virtuelles dans ces environnements-là. Puis, on va y greffer aussi l'utilisation de différentes applications ou de logiciels dans le cloud. Donc, puis c'est un peu la base de toute cette transformation numérique au cœur de laquelle on est en ce moment. On a besoin maintenant, à partir le plus près de l'usager possible, d'avoir accès à une connectivité Internet pour aller chercher les applications qui existent dans le cloud. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus réel. On a en tête, la plupart des fournisseurs, pas des fournisseurs, mais des administrateurs réseau aujourd'hui vont gérer des environnements qu'on appelle MPLS souvent ou sur Internet, mais le principe demeure le même, c'est qu'on va avoir des points d'entrée ou de sortie réseau qui vont faire converger tous les succursales ou les bureaux distants qui vont s'en aller vers un centre de données important qui est géographiquement proche des usagers, évidemment. Puis, ces centres de données-là vont donner les applications aux clients. Donc, si on a une grosse compagnie d'assurance, mettons, qui va avoir ses centres de données à Québec puis à Vancouver, bien, on va avoir 2 points de sortie. On va faire converger toutes les succursales vers ces points de sortie-là. Puis, c'est là qu'on va avoir les gros firewalls extraordinaires pour sécuriser, faire en sorte que tout le trafic qui va sortir vers Internet et y rentrer va être régi selon les règles de sécurité qu'on va trouver dans les centres de données ou les data centers des compagnies comme telles. Le SD-WAN, comme je vous le disais d'entrée de jeu, bien, on ramène vraiment le besoin de l'Internet à la base, c'est-à-dire là où l'usager est assis parce qu'on va chercher les applications. On a besoin d'Office 365 où on n'est pas obligé de retourner au siège social d'une entreprise pour passer par Internet. Donc, on optimise le transport de paquets sur des réseaux. Puis, c'est en gros la principale promesse d'un réseau SD-WAN. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Bien, une fois qu'on a notre solution SD-WAN est installée, on a la capacité de gérer le trafic de façon très, très granulaire, puis de dire, bien, ce trafic-là, ne l'envoie pas au siège social, fais-le sortir directement sur Internet parce que c'est une application qui est accessible à partir du cloud. Ça permet aussi de faire la segmentation des applications critiques et non critiques. Donc, c'est les applications qui sont critiques, celles pour lesquelles on va vouloir appliquer des règles de QoS, des règles de segmentation ou une façon de traiter et transporter le trafic de façon différente ou distincte. Mais c'est là aussi qu'on va pouvoir le faire. Puis, c'est la force du SD-WAN est attaché à une de ces caractéristiques-là. Donc, quand vous demandez, j'ai des sites distants, mes applications sont sur des serveurs, j'ai quelques applications dans le cloud, est-ce que le SD-WAN devrait être considéré? Bien, la réponse, c'est oui. Parce que, comme je le disais, mais la capacité de sortir immédiatement sur Internet au lieu d'engorger le trafic devient intéressant. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de faire? C'est aussi d'avoir plusieurs liens de différents gabarits dans vos succursales. Ces liens-là peuvent être de différentes natures. On a dit que ça pouvait être des liens Internet et ou MPLS. On peut utiliser 2 accès Internet simultanés ou un accès Internet, un accès MPLS ou des accès LTE. Ce qui est important, c'est qu'on soit capable d'aiguiller le trafic sur un des liens en fonction de ces requis. Donc, qu'est-ce que on l'a vu, utilisation des liens de différentes natures. On a la possibilité de classifier les différentes applications, donc de les aiguiller de façon précise en fonction de leur importance qu'elles ont pour les usagers qui transitent sur le réseau. Puis, on a vraiment la possibilité de se rapprocher très, très rapidement des différentes applications qui existent dans le cloud. Puis, ça permet aussi
à la personne qui a l'infini bonheur de gérer l'expérience de l'utilisateur, d'avoir un visuel toujours précis sur l'ensemble des connexions, peu importe la nature du réseau en dessous, que ce soit du MPLS ou de l'Internet. Celui qui a les équipes techniques qui gèrent les réseaux SD-WAN ont vraiment accès à un tableau de bord qui permet de voir à l'ensemble de la qualité de l'expérience usagée. Donc, c'est pour la question numéro 1. Je ne sais pas si vous avez des questions à cet effet-là. Si Loïc ne se manifeste pas, je vais m'en aller immédiatement à la Pas de question. questions pour l'instant, non. Tu peux passer à Super. la question. Yes. Donc, la question numéro 2, j'ai plusieurs sites sur un réseau MPLS. La desserte de certains petits sites me semble dispendieuse. Mon fournisseur de services sans réseau me suggère que SD-WAN pourrait être une solution. Je suis inquiète de tout mettre cela en ligne. Est-ce que mes craintes sont justifiées? Est-ce que je vais faire des économies? N'existe-t-il pas un moyen d'utiliser davantage la SD-WAN tout en conservant mon infrastructure MPLS? Et qu'en est-il des coûts? C'est une grosse question parce qu'il y a plusieurs réponses. Donc, si on la décortique comme il faut, là, puis on regarde la question, c'est mon fournisseur, suis-je inquiet? Est-ce que mes craintes sont justifiées de tout envoyer sur une infrastructure SD-WAN? Je répondrais non. Est-ce que je vais faire des économies? Je vais répondre oui. Est-ce qu'il existe un moyen d'utiliser davantage SD-WAN en conservant mon infrastructure MPLS? Oui. Puis quels en sont les coûts? Ça dépend. Ça fait que je vais préciser pourquoi j'amène cette image forte de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale, on le sait, fête tout l'été, fait le party. Donc, dans l'univers du SD-WAN, qu'est-ce que ça peut représenter comme analogie? Bien, si on a plein de bandes passantes, c'est facile à gérer, tout est extraordinaire. Puis la fourmi, elle pense plutôt aux économies ou à ce qu'elle serait capable d'aller retirer d'une migration dans un univers SD-WAN. Donc, on a parlé, ce qui est les bases ou une des assises, des fondements d'une solution SD-WAN, c'est vraiment son indépendance des réseaux des fournisseurs de services. Donc, comme notre client le mentionnait, il y a des sites qui n'ont pas de MPLS, il y a des places où ça serait peut-être facile de mettre en place des solutions de réseau d'Internet broadband qu'on appelle. Donc, dans un univers comme celui-ci, SD-WAN pourrait répondre de façon positive à cette interrogation-là. Puis, on assiste aussi surprenamment, là, de façon quasi inversement proportionnelle, là, les coûts de transporter des mégabits là, depuis les années 2000 sont presque en chute libre, alors que la perte de paquets, elle, la quantité ou la qualité de la transmission des paquets, c'est-à-dire ne pas perdre de paquets sur Internet, bien, c'est en augmentant. Donc, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des réseaux Internet qui sont performants. Évidemment, il y en a de différentes natures, on ne se le cache pas, mais on est capable maintenant d'arriver sur des réseaux Internet publics, peu importe le niveau, à des capacités de transmission, puis à une qualité qui est assez surprenante. Fait que le SD-WAN, c'est ce qu'il souhaite faire, c'est transformer les entreprises pour utiliser des accès à Internet publics et ou MPLS dans le cas où on a besoin de maintenir ces connexions-là, puis d'arriver à une qualité d'expérience utilisateur presque semblable à ce qu'on utilise dans les réseaux privés. Donc, les SD-WAN, on le voit, on en a parlé tout à l'heure de la transformation numérique, bien, c'est vraiment, on a besoin de ça pour, on est en train de migrer vers le cloud. Donc, est-ce que vous êtes le premier, vous seriez le premier à faire ce genre de saut-là? Non, la technologie, je ne me souviens pas si j'en ai parlé, mais c'est quand même né dans les années 2005-2008 dans les officines obscures de certains geeks dans les laboratoires clandestins. Puis ça a pris naissance au cœur des réseaux des télécommunicateurs ou des carriers qu'on appelle là, à peu près depuis 2015-2016. C'est en train vraiment de s'installer de façon très importante dans notre univers. Donc, c'est une technologie qui est pas à pleine maturité, mais qui est installée de façon solide pour lesquelles les fournisseurs de services ou les manufacturiers font du développement de façon très, très massive.
Donc, concernant la sécurité, bien, c'est un peu c'est un univers qui est entièrement tunnelisé. Donc, souvent, les éléments dans un réseau SD-WAN d'un manufacturier X vont avoir des tunnels qui vont être sécurisés puis qui vont utiliser des technologies qui sont propriétaires, mais les connectivités vers les autres artifices d'un réseau SD-WAN, comme les fournisseurs de solutions de sécurité ou les autres fournisseurs de services dans un univers comme celui-ci, eux autres vont se baser sur des tunnels IPsec là, qui sont standards reconnus et utilisés dans l'industrie depuis très, 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 très longtemps. Donc, de s'en aller vers SD-WAN, de mettre ça en ligne, c'est sûr aussi que c'est important là, de le mentionner que le SD-WAN, c'est quelque chose qui s'installe par-dessus des connectivités réseau qui sont déjà existantes. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on met en place du SD-WAN, on doit nécessairement enlever une infrastructure MPLS. Des fois, les deux sont utilisés de façon contiguë. Donc, on a des clients qui vont utiliser les deux circuits en même temps, puis vont passer des applications qui sont critiques ou passer des communications qui requièrent encore l'utilisation du MPLS vers les centres de données ou les data centers des clients. Donc, on va maintenir, on va continuer d'utiliser le MPLS. Ce n'est pas un exclut nécessairement l'autre. La question la plus importante, je pense, dans ça ici devient qu'en est-il des coûts? Bon. On a parlé de la transformation numérique. C'est difficile de penser que on voit ce genre de solution-là comme, dépendamment des places où on va l'inventer ou l'utiliser, les coûts des réseaux ne sont pas tous égaux en fonction d'une géographie. Des fois, on peut avoir des surprises assez surprenantes. Puis, ce qu'on va enlever d'un côté, bien, on va le déplacer. On ne fera pas d'économie en migrant dans une infrastructure SD-WAN parce qu'on transforme notre organisation, on arrête d'utiliser ou de faire converger nos usagers vers nos centres de données. On explose au niveau géographique, on va s'installer dans des zones de desserte, de couverture de différents fournisseurs de services cloud ou chercher des applications ailleurs. Donc, on va transformer notre organisation à cet effet-là. Au niveau des coûts, on n'a plus d'acquisition de matériel, mais on va déplacer des enveloppes d'argent. On transforme la façon de faire. Avant, on faisait de l'acquisition de matériel, on s'installait des beaux gros racks dans nos organisations. Maintenant, ben, on laisse la chance à d'autres de gérer ça. Puis, on va profiter seulement du traitement machine qu'on a besoin. De faire ça, on ne change pas au niveau... les piastres qu'on avait d'un côté où l'acquisition de matériel vont être transférées. Il y a quelqu'un qui a pensé il y a quelques années au magnifique terme licence. Donc, maintenant, on est dans cet univers-là. On a des licences pour à peu près toutes. On est rendu, j'ai eu la semaine dernière, il y a en tout cas, je ne me souviens pas, c'est pas important, la possibilité d'avoir un abonnement à du café. Donc, je pouvais m'abonner à mon fournisseur de café, puis pour 10 $ par mois, je recevais mon café à chaque mois à la maison. Donc, même la nature logicielle qu'on avait tendance à attacher les licences, bien maintenant, c'est rendu à n'importe quelle essence. Donc, attaché à ça aussi, comme je le disais, bien, les frais, on n'a plus seulement un accès MPLS, on va avoir un ou deux accès Internet physiques. Donc, puis il y a de la gestion attachée à ça si on a des fournisseurs différents, à moins d'avoir une solution qui est complètement gérée par le fournisseur de services. Puis, les frais de ça, puis les équipements comme tels, les licences attachées à l'utilisation des équipements SD-WAN, bien, va dépendre de la quantité ou de la vitesse des liens ou la bande passante qu'on a de besoin pour transiter sur les réseaux. Donc, est-ce qu'on va faire des économies peut-être au niveau des liens, mais ce genre
de transition-là ne se fait pas dans un objectif très financier. C'est surtout ce que vous devez garder en tête, c'est que quand on embrasse ces technologies-là, c'est vraiment dans une optique de transformation d'entreprise, d'aller chercher de l'efficacité puis une expérience usagée qui est complètement différente. Attaché à ça aussi, il y a vraiment la partie sécurité qui est importante parce qu'on s'expose à partir du moment où on est installé, puis notre porte de sortie vers notre infrastructure de réseau, quelle qu'elle soit, là, que ce soit dans le cloud ou dans nos centres de données, bien, si notre porte de sortie est l'Internet, bien, on s'expose. Alors, c'est là qu'il est important de mettre en place des solutions de sécurité, d'utiliser les services de sécurité qu'on a dans nos entreprises. On peut envoyer le trafic vers les firewalls pour se faire filtrer, ou on peut aussi utiliser les services cloud. Maintenant, presque tous les manufacturiers ont des solutions de sécurité dans le cloud qui permettent de vraiment profiter du fait qu'on envoie les paquets déjà dans l'Internet pour avoir accès à des ressources ou des applications. Bien, tant qu'à ça, on peut le faire converger par là aussi pour les différents traitements au niveau de la sécurité, là, que ce soit Next-Gen Firewall, les IPS, le URL Filtering, peu importe ce qui peut s'attacher à une offre de services de sécurité évoluée. Question? Oui, Maud, tu as reçu des questions, en fait. Tu as 3 questions, en fait. Là. Une qui est par rapport à la première question. Est-ce que tu avais fini? Est-ce que je peux te couper? Oui, il n'y a pas de danger. Alors, la première question, en fait, est de Geoffrey. Je pense que c'est sur la première question. Alors, il me demande, les orchestrateurs sont-ils on-prem, dans le cloud ou les deux? Bien, ça peut être les deux. Les orchestrateurs, là, c'est vraiment la façon de configurer puis d'activer les edges. On va se rendre dans dépendamment, comme ça peut être multi-tenant qu'on appelle, là, dépendamment du manufacturier avec lequel vous faites affaire aussi. Il y a des solutions qui font, il y a des clients qui vont vouloir faire l'acquisition d'orchestrateurs. C'est quand même rare. On va souvent utiliser les ressources des fournisseurs de services comme tels. Puis, c'est là qu'on va avoir le tableau de bord. Donc sur des très grosses machines là, avec 10, 12 cores qui vont supporter plusieurs clients, bien, on va avoir des instances sur ces orchestrateurs-là qui vont être exclusives aux clients qui les utilisent. Je n'ai pas de clients qui ont eux-mêmes leur orchestrateur, puis, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas ça que ça n'existe pas. Là. Il y a effectivement des cas de figure où on va utiliser ce genre de mise en service-là. Parfait. Deuxième question de Dominique Côté. Alors, nous avons un site en Chine qui accède à Dynamics 365, Azure Zone West USA. Je ne sais pas si ça dit quelque chose d'autre. Pour moi, ça ne me dit rien. La performance est très mauvaise, c'est-à-dire que le site est relié à Internet seulement. C'est un Internet de 100 mégabits. Accès à Azure via un VPN Azure. Donc, le service Dynamics 365 est lui-même, par contre, directement sur Internet, c'est-à-dire qu'il passe par le tunnel Azure. Est-ce que SD-WAN pourrait améliorer la performance? Bien, la question numéro 5 va traiter de ça. Ça fait qu'on va la garder, celle-là, puis si on n'y répond pas, on reviendra. C'est parfait. Il y a encore plein de questions qui viennent d'être posées. Alors, une question de Kakit qui demande, c'est quoi la différence versus un VPN traditionnel? Donc, le SD-WAN versus le VPN traditionnel. En fait, le SD-WAN, c'est vraiment... on va monter un réseau par-dessus un réseau, des réseaux de différentes natures. Puis, les différents éléments de ce réseau-là vont effectivement établir ce qu'on appelle des VPN. Bon, donc, le edge, pour parler à un autre edge sur le réseau, va, dépendamment des manufacturiers, ils vont appeler le tunnel par un nom qui leur est propre, mais c'est vraiment des tunnels puis des VPN qui sont établis pour encrypter des données pour les transporter d'un point A, B, C, puis on peut arrêter à D en chemin. Puis la différence entre un bon vieux VPN qu'on utilise de façon quasi centenaire,
sans exagérer, presque pas, ben c'est surtout que dans cet univers-là, on va pouvoir appliquer des règles de QoS puis choisir quelle sortie on va utiliser, mais on transite toujours par des VPN, donc ou des tunnels. Donc, le SD-WAN, ce qui ajoute, c'est la possibilité de balancer de la charge, d'avoir plusieurs chemins pour se rendre à destination et de mettre des règles d'arbitrage pour transporter le trafic de façon différente. Mais le VPN, ça demeure des tunnels, ça demeure des VPN dans une infrastructure réseau. Excellent. Question de François Collerette. Il nous demande, là, de ce que je comprends, le SD-WAN est essentiellement une détechnification des technologies, c'est-à-dire l'utilisation de VPN de type site-to-site plus QoS plus diversification des liens WAN, mais écrit en français plutôt qu'en ligne de commande. Point d'interrogation. Ben, c'est pas. C'est une belle façon, effectivement, de le présenter. La technologie SD-WAN, on n'en sort pas, on se crée notre domaine sur des réseaux, on s'affranchit des transporteurs traditionnels qui nous amenaient des solutions de bout en bout avec des routeurs, des connectivités pour lesquelles on n'avait que très peu de visibilité, puis très peu aussi de capacité à faire des changements. Dans cet univers-là, bien, effectivement, on arrive dans quelque chose au niveau gestion, au niveau esthétique, c'est très léché. Quand on regarde les panneaux de contrôle, on a un visuel vraiment très, très précis sur la qualité de l'expérience de nos usagers. On est capable de décortiquer de façon très, très granulaire les différents types d'applications qui vont utiliser, des envoyer de façon très précise, par des chemins précis, selon qu'un chemin est en bonne santé ou pas. C'est ça. On se crée un domaine par-dessus un réseau, puis effectivement, c'est moins abrasif que des common line interface, quoique ça a quand même, des fois, c'est quand même agréable plus que des interfaces web, mais ça dépend. La prochaine question est en deux temps. Alors, imaginons un nuage MPLS multisite existant avec un firewall costaud en centre de données. Ensuite, imaginons un site distant avec très peu d'usagers qui doit être ajouté à ce nuage MPLS. Alors, la question, c'est pourquoi créer un overlay SD-WAN plutôt que de mettre en place un simple VPN IP sécurité, je pense, IPsec, ça doit être ça, par-dessus une connexion broadband vers le firewall? Bien, effectivement, s'il n'y a pas quand on embarque dans cette technologie-là, c'est parce qu'il y a un élément déclencheur qui va justifier une transformation d'une entreprise. Si vous avez un réseau MPLS qui est établi, des connexions vers un firewall qui est en pleine santé, qui vient d'être renouvelé, que votre réseau, vous venez de signer un contrat de 5 ans pour votre infrastructure MPLS, que vous avez très peu d'applications qui sont dans le cloud, que votre infrastructure est dans le centre de données, puis que cet environnement-là, il est contrôlé, stabilisé, vous n'êtes pas obligé du tout de migrer vers ce genre de technologie-là. C'est disruptive, une technologie comme celle-là. Elle est embarquée parce qu'il y a quelque chose il y a un changement important ou il y a un changement dans la façon de faire d'une entreprise qui va justifier cette transformation-là. Mais si ça n'existe pas, bien, il n'y a aucune raison de migrer vers, de s'en aller ou d'ajouter une autre façon de faire, un autre type de technologie sur une infrastructure. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire non plus que vous ne pourriez pas vivre avec deux mondes, en ce sens que vous avez votre infrastructure MPLS, puis peut-être que pour vos sites distants, au lieu de leur donner une connectivité avec un accès Internet, puis d'essayer d'utiliser seulement un VPN à destination, bien, peut-être qu'il y a la possibilité d'utiliser une technologie comme SD-WAN. Ça implique deux accès ou au moins un Internet puis un LTE, mais ça ajoute de la résilience au réseau, ça ajoute différentes fonctionnalités qui sont quand même intéressantes. Là. Un n'empêche pas l'autre, mais de cette phrase, je serais tentée de vous dire, si votre réseau il est mature et il est en milieu de vie ou en début de vie, ben, il n'y a pas de raison de tout saccager ça puis de passer à l'ouest.
C'est bon, plus de questions. On peut passer à la prochaine question. Il nous reste peu de temps quand même. OK. Donc, c'est moi qui parle trop. Celle-là. Donc, la question, c'est SD-WAN me semble être la solution. Il existe plusieurs fabricants qui proposent toutes leurs solutions. Sont-ils tous égaux? Comment m'assurer de faire le bon choix? Celle-là, je l'aime beaucoup parce que ces 4 images-là n'ont aucun rapport avec le SD-WAN, mais me permettent de me sentir comment on se sent quand on est quelqu'un qui cherche de la documentation pour trouver, advenant le cas où vous cherchez à vous acheter une voiture, vous cherchez quelle est la meilleure marque de voiture, quelle est celle qui est de confiance, et ainsi de suite. Puis en faisant ces recherches sur Internet, bien, vous allez arriver à plein de réponses, puis il n'y en a aucune qui est presque semblable. Donc, si on regarde à gauche, on voit Subaru, Hyundai, Porsche, Audi. Si on regarde à droite, on a Audi, Subaru, Lexus, Porsche. Puis, d'un autre fournisseur, on va avoir des réponses Tesla, Porsche, Genesis, Chrysler. Puis, ceux qui se vendent le plus n'ont aucun rapport avec les meilleures marques qu'on vient de voir. Pourquoi je vous présente ça? C'est fort simple, c'est que quand on regarde les technologies SD-WAN, ben, on est devant ça aussi. Hein? Il y a 60 manufacturiers qui se battent aujourd'hui pour les parts de marché dans l'univers du SD-WAN. Évidemment, on ne parle jamais de technologie sans mentionner notre ami Gartner. On voit ici cette présentation-là, ce parallèle-là, je vous le présente exclusivement pour que vous voyez qu'entre 2018 et 2019, il y a déjà des changements importants dans cet univers-là. Donc, quand on cherche une solution SD-WAN, ben on doit aller plus loin que c'est qui le meilleur puis qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on regarde ici cette matrice-là, puis là, pourquoi j'aime cette matrice-là, c'est que dans l'univers du SD-WAN, depuis ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui encore, bien, dépendamment d'où tu arrives, tu es bon ou moins bon selon ce vers quoi tu veux aller. Donc, si tu veux tes capacités d'SD-WAN quand tu es un fabricant de solutions de routage traditionnelles, bien, ce n'est pas tant mature encore. Puis, si tu fais du routage, puis tu attaches à ça les fonctionnalités d'SD-WAN, bien, tu est très mature dans ton approche parce que ce que tu avais au niveau de ton parc d'équipement, ben, se rapproche de ce qu'on veut faire du SD-WAN, puis les amalgames sont faciles à cet effet-là. Donc, je le disais, il y a 60 fournisseurs aujourd'hui de différents gabarits. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, évidemment, mais dépendamment de ce qu'on cherche et ce vers où on veut aller, mais on va s'enligner vers un ou l'autre. Je dis l'union fait la force parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les grands manufacturiers qui avaient les grands manufacturiers qui avaient des forces très, très marquées, comme le routage, la sécurité, qui vont vouloir devenir ou attacher une solution SD-WAN, bien, la façon de faire maintenant, c'est d'acheter. Hein? C'est la façon qui te permet d'arriver le plus facilement à tes fins. Donc, VMware avec VeloCloud, c'est une acquisition qui a eu lieu il y a quelques années déjà. Cisco qui a fait de l'acquisition de Viptela et de Meraki il y a déjà quelques années. Puis tout dernièrement, là, on vient voir l'acquisition par Palo Alto de CloudGenix. Donc, Palo Alto, c'est une solution de sécurité. Ils ont fait l'acquisition d'un gros fournisseur de solutions SD-WAN qui était très, très niche, qui ne faisait que du SD-WAN, mais qui le faisait très, très bien. Donc, en combinant les forces de sécurité extraordinaires de un, plus les capacités SD-WAN de l'autre, bien, on arrive avec des créatures qui sont hybrides, mais qui sont très, très, très fortes au niveau technologique. Je vais juste revenir. Là. Donc, quand on se pose la question, est-ce qu'ils sont égaux? La réponse, c'est non. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que SD-WAN, c'est pas c'est une solution technologique, ce n'est pas un produit. Donc, c'est un outil de transformation numérique qu'on doit porter avec nous comme administrateur réseau, puis qui va nous faire choisir
un fournisseur, un manufacturier en fonction de nos objectifs. Donc, les questions qui sont importantes à se demander, c'est qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec du SD-WAN? Est-ce que c'est donner de la rapidité à vos usagers qui sont en télétravail ou dans des branches? Est-ce que c'est d'utiliser plusieurs connectivités pour ajouter de la redondance ou de la résilience à votre réseau? Est-ce que c'est parce que vous avez une migration importante de votre infrastructure ou une partie de votre infrastructure dans chez les fournisseurs de services cloud ou d'infrastructures comme telles? Comment vous pensez qu'SD-WAN peut répondre à ces interrogations-là ou à vos besoins comme tels? Puis, quels sont les features que vous avez vraiment besoin? Est-ce que vous êtes une compagnie d'assurance qui avait une solution de télétravailleurs pour laquelle vos agents sont à distance et vous avez besoin d'une qualité exceptionnelle pour vos usagers qui vont télétravailler maintenant? Point d'interrogation. Est-ce que vous êtes une compagnie qui fait une compagnie d'avocats qui avait plusieurs gens maintenant qui sont géographiquement éparses, mais qui ont accès à des applications de contrôle de documents très, très stricts, compagnie d'ingénierie aussi. Donc, est-ce que les technologies SD-WAN vraiment faire un portrait précis de nos objectifs qu'on a comme usagers, puis voir parmi les manufacturiers, lesquels peuvent répondre à vos besoins. Est-ce que c'est correct? Il semble que oui, il n'y a pas de questions. Tu peux continuer. Super. Donc, puis je sais que je parle beaucoup, là. Ça fait que si jamais vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas après vous avez mes coordonnées, là, on peut se parler, il n'y a pas d'enjeu, là. Donc, la question numéro 4, comment intégrer SD-WAN dans l'écosystème d'une solution pour les télétravailleurs? Qu'en est-il de la sécurité puis du MPLS? Bien, ça, c'est la question aujourd'hui qui vaut probablement le plus d'argent parce que le télétravail, bien, c'est soudainement devenu la nouvelle normalité. Alors, ce qu'on pensait qu'il allait prendre des années à se faire ou des changements importants dans la façon dont nos usagers ou nos employés se comportent dans un réseau ou dont ils vont se connecter, bien, ça devient, on ramène ça plus que, on ramène ça vraiment à la maison, là, puis où est-ce qu'on a besoin de connectivité, puis de sécurité. Donc, évidemment, là, maintenant, ben juste moi, dans ma maison, j'ai mon amoureux qui travaille en haut pour sa compagnie. J'ai ma fille qui travaille la porte d'à côté comme pour une compagnie d'assurance. Donc, on est 3 dans cette maison à télétravailler au moment où on se parle. Moi, j'ai besoin d'une connectivité pour produire un document vidéo de qualité. Ma fille a besoin d'une bonne connexion voix parce que c'est du télétravail, c'est une agente dans un centre d'appel. Donc, on arrive à utiliser des réseaux pour lesquels c'était du Netflix il y a 1 mois et demi, puis soudainement, ils ont une criticité très, très importante dans un besoin de télétravailler. Donc, on va utiliser une bande passante résidentielle à différents niveaux. Donc, ce qu'on veut, c'est que même si on télétravaille, que nos usagers, que nos power users, que les gens qui doivent accéder aux applications critiques au sein de notre organisation, mais le fassent comme s'ils étaient au travail il y a quelques mois. Donc, avant, on avait des connectivités 1 gig. Certains qui font du dessin industriel avaient des connectivités 10 gigs sur le réseau LAN. C'est sûr que de ramener ça au bout d'un réseau résidentiel, coax ou hybride de quelque nature, ben, il faut qu'on soit capable de prioriser, de décortiquer ce trafic-là. Puis c'est là qu'on arrive avec des solutions comme SD-WAN qui nous permettent de faire ça. Donc, on va être capable de prioriser. Moi, si c'est Teams qui est important pour mon entreprise, alors que ma fille, elle, va utiliser une solution de contact center qui est différente, mais on est capable, dans les différents outils qu'on utilise, de décortiquer très, très granulairement les différentes applications puis de leur donner une porte de sortie qui est différente ou au moins de les pimper ou d'utiliser des mécanismes de protection ou de correction d'erreurs si jamais on a besoin pour transiter sur des réseaux publics et avoir une qualité qui est quand même agréable. Donc,
c'est vraiment le nerf de la guerre là, pour les entreprises maintenant, c'est de faire en sorte que les télétravailleurs vont avoir accès à des applications, qu'elles soient dans le cloud ou dans leur centre de données, comme s'ils étaient physiquement assis au bureau. Puis, c'est ce que des technologies comme SD-WAN vont permettre de faire. Voilà. Puis, la dernière question, c'était concernant, ça recoupe un peu la question tout à l'heure là, du SD-WAN. Est-ce que ça permet une diminution de latence par rapport à une simple connexion, un tunnel VPN vers un bureau satellite? Particulièrement important si le bureau est éloigné. Chez nous, Moyen-Orient, une connexion dédiée permet d'améliorer grandement la latence entre les sites, mais les coûts sont prohibitifs sur de telles distances. Bien, la réponse à ça, ça devient... c'est important, le serveur hôte, l'emplacement où on va chercher les données ou les déposer, mais il y a une réalité qui est attachée à une distance physique. Là, on ne peut jamais aller plus vite que la lumière. Puis la latence est un élément qui est très, très important sur un réseau. La latence, c'est ce qu'on pourrait qualifier, là, c'est le retard qui va être impliqué entre une donnée qui est envoyée puis qui est reçue. Donc, ça prend un certain temps, dépendamment de la distance. Il n'y a pas de magie attachée à ça. Puis évidemment, bien, ce qu'on essaie de chercher, c'est qu'il n'y ait pas que cette latence-là tende le plus vers zéro. Mais il en demeure pas moins une réalité géographique qui est importante attachée à ça. Donc, est-ce que SD-WAN peut améliorer ça? Bien, c'est sûr que pour arriver à optimiser ça, il y a deux façons. C'est dans un univers où on va utiliser des services ou des solutions SD-WAN, bien, la personne qui envoie versus la personne qui reçoit ou l'emplacement où vont être déposées les données, bien, si cet emplacement-là n'est pas installé sur un réseau qui est performant ou que les connectivités entre les fournisseurs de services cloud ne sont pas de qualité ou que les SLA ne sont pas appliqués à votre offre de service, bien, il y a une limite à ce qui est capable d'être fait. On ne peut pas améliorer des choses sur lesquelles on n'a que très peu de contrôle. Puis, dans un environnement comme ceux-ci, ce qu'on va voir souvent maintenant, c'est des fournisseurs de solutions complètes d'SD-WAN qui vont s'installer dans les centres de données très, très proches des fournisseurs de solutions cloud comme Amazon, Microsoft ou Google ou autres. Puis, il va se créer comme des écosystèmes dans les centres de données pour que les fournisseurs de solutions orchestrent la solution de bout en bout puis permettent d'optimiser vraiment un transport là, de bout en bout de la communication. Donc, si vous êtes installé au Québec puis vous avez une parcelle de votre information qui est en Chine ou aux États-Unis ou en Europe, puis que le fournisseur de services, bien, le seul point de relais qu'il a pour transférer votre information, c'est dans un centre de données à Toronto, bien, à partir du moment où le paquet va quitter cet élément-là à Toronto pour se rendre à votre centre de données ou à votre service que vous souhaitez qui est en Europe, bien, on arrive avec une réalité pour laquelle on a très peu de contrôle. Par contre, si le fournisseur de services avec lequel vous faites affaire ou a une solution qui est étendue puis qui se rapproche de plus en plus physiquement des géographies, des points de sortie de votre réseau, bien, à ce moment-là, c'est vraiment possible d'améliorer de façon très, très perceptible pour vos usagers la qualité de leur expérience, puis d'arriver avec des solutions qui sont vraiment intéressantes. Donc, je vais vite, mais je suis désolée. Je vois que le temps passe. Pour ma part, c'est terminé. J'avais cette question-ci qui fermait la boucle. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et si vous en avez qui ne peuvent pas être répondues là, n'hésitez pas. Justement, Maud, j'ai mis en fait ton adresse courriel en fait dans l'espace de clavardage juste au bas. Alors, si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire à Maud. Autrement, je vous invite à consulter. J'ai mis aussi un article sur notre site web qui a d'ailleurs été écrit par Maud sur le SD-WAN, qui couvre un petit peu plus largement qu'est-ce que le SD-WAN, ses possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Autrement, bien, on a notre sondage dont je vous parlais tantôt. Alors, j'ouvre le vote du sondage. En fait, là, c'est 4 questions très rapides. Vous pouvez gagner, en fait, une paire de bas que vous voyez ici. Là, c'est dur à voir, en fait. Ouais. Alors, c'est une paire de bas à l'effigie de fibre noire. Alors, je vous invite à répondre au questionnaire actuellement.
Est-ce que vous avez accès au questionnaire? Ah oui, voilà, c'est commencé. C'est un petit questionnaire en ligne. Et autrement, si vous avez des questions, ben là, on est encore en ligne, il y a Maud et moi pour répondre à vos questions. Alors, allez-y, si vous avez des questions.